Rodrigo Batista se réveilla ce mardi-là avec la tête pleine de chiffres, de délais et de décisions impossibles. C'était le jour le plus critique de la semaine pour l'entreprise Imperio Verde, son plus grand projet immobilier, et le moindre retard pouvait coûter des millions. Il sortit de sa camionnette en hâte, salua l'ingénieur responsable et commença à suivre les mesures du sol. Le vaste terrain situé à la frontière entre Curitiba et une zone abandonnée où se trouvait l'ancienne décharge municipale allait être transformé en un condominium de luxe. Rien, ce matin-là, ne laissait présager que sa vie allait basculer. Mais alors, à 9h04, un cri déchira l'air. Ce n'était pas un cri ordinaire. C'était un son déchirant, chargé de désespoir. Rodrigo se retourna brusquement. De l'autre côté de la vieille clôture tordue, un petit garçon était agenouillé au milieu de sacs d'ordures éventrés, secouant désespérément le corps inerte d'une femme. « Maman, maman, réveille-toi! S'il te plaît !» hurlait l'enfant, la voix noyée de larmes. Rodrigo ne réfléchit pas. Son corps réagit simplement. Il courut, sauta par-dessus la clôture improvisée et trébucha sur des monceaux de plastique et de restes pourris. L'odeur forte, chaude et nauséabonde le frappa de plein fouet. Mais rien de tout cela n'importa lorsqu'il arriva enfin près de la femme allongée. La scène le paralysa. La femme était presque méconnaissable. Trop maigre, la peau couverte de plaies ouvertes, les yeux fermés, la respiration faible et irrégulière. Ses vêtements déchirés semblaient avoir été récupérés dans les ordures. Des mouches se posaient sur son visage sans qu'elle réagisse. Et à côté d'elle, agrippé à son corps, le petit garçon d'environ 5 ans sanglotait, tremblant de la tête aux pieds. « Aidez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Ma maman est en train de mourir », supplia le garçon en tirant sur la manche de la chemise habillée de Rodrigo. Rodrigo s'agenouilla, toucha prudemment le bras de la femme, cherchant un pouls, faible, mais existant. « Hé, calme-toi. On va l'aider, d'accord ?» dit-il, essayant de maîtriser sa propre respiration. « Comment tu t'appelles ?»« David, je m'appelle Davy, » répondit le garçon entre deux sanglots. C'est alors que la femme ouvrit les yeux, lentement, péniblement. Et son regard, en rencontrant celui de Rodrigo, se figea dans une terreur absolue. « Non, » murmura-t-elle d'une voix brisée, presque inaudible. « Ne la laisse pas me trouver, s'il te plaît. » Cette voix, ce visage, même couvert de misère, Rodrigo le reconnut. « Edilène » murmura-t-il, incrédule. Sa poitrine se serra d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Edilène, la domestique qui avait servi sa famille pendant 12 ans, la même femme que, selon Elsa Batista, avait volé des bijoux et s'était enfuie. Rodrigo n'avait jamais remis en question la version de sa mère, jamais enquêté. Il avait simplement accepté. Mais maintenant, tout cela semblait absurde. « Ambulance !» cria Rodrigo à son équipe de l'autre côté de la clôture. « Appelez une ambulance tout de suite !» Davy s'accrocha à sa main comme si c'était la dernière chose sûre au monde. « Vous allez la sauver. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. » Elle est très faible. Rodrigo sentit sa gorge se nouer. « Oui, je te le promets. » 20 minutes plus tard, les ambulanciers emportaient Edilène sur une civière. La femme tremblait, délirait, et Davy essayait de la suivre, mais ne lâchait pas la main de Rodrigo. « Tu veux venir avec moi ?» demanda Rodrigo. Davy hocha la tête avec désespoir. Ils montèrent en voiture et suivirent l'ambulance jusqu'à l'hôpital Santa Cruz. Rodrigo n'avait jamais conduit aussi vite. À l'hôpital, il paya tout d'avance, sans même demander le montant. Il exigea la priorité maximale, annula tout son agenda, s'assit dans le couloir, agité, griffant la paume de sa main de nervosité. Quand la médecin l'appela, 3 heures plus tard, Rodrigo faillit trébucher en se levant. « Elle va survivre ?» demanda-t-il. « Elle est vivante, mais son état est critique, » expliqua la médecin. « Dénutrition sévère, infections multiples, anémie profonde. Son corps a tenu par miracle. » Rodrigo se mordit la langue pour ne pas jurer à voix haute. « Et le petit ? Il est faible, mais il va se rétablir, » dit la médecin avec plus de douceur. Effrayé, dénutri, mais résilient, Rodrigo poussa un lourd soupir. « Je peux la voir ? » « Oui, mais soyez doux, elle est traumatisée. » Rodrigo entra dans la chambre lentement. Davy était assis à côté du lit, tenant la main de sa mère comme une corde de survie.
Edilène, pâle, ouvrit les yeux et paniqua en le voyant. « Non, non, s'il vous plaît, non, je jure que je n'ai rien dit. Ne prenez pas mon fils. » Tenta-t-elle de se redresser, arrachant la perfusion, mais Rodrigo leva les mains en signe d'apaisement. « Calme-toi, Edilène. Je ne suis pas ton ennemi. Personne ne touchera à Davy. » Elle pleura. Un pleur de douleur accumulé pendant 6 ans. Quand elle reprit son souffle, Rodrigo s'approcha doucement. « Edilène, que t'est-il arrivé ?» Silence. Edilène ferma les yeux, comme si elle rouvrait une ancienne blessure. Puis elle les rouvrit et regarda Rodrigo avec le courage de celle qui n'a plus rien à perdre. « Ta mère m'a ordonné de disparaître, dit-elle d'une voix rauque. Elle a dit que si je réapparaissais près de vous, elle me tuerait et qu'elle garderait mon fils. » Rodrigo se figea. « T'as pourquoi ?» La réponse arriva comme un coup de feu. « Parce que j'étais enceinte de ton père. » Rodrigo sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. « Viol !» Ce fut le premier mot qui lui traversa l'esprit, mais sa bouche mit du temps à le prononcer. « Il t'a forcé ?» Edilène hocha la tête, les larmes coulant en silence. Davy, sans tout comprendre, se blottit contre elle. Rodrigo sortit de la chambre en titubant. Il entra dans les toilettes et vomit jusqu'à n'avoir plus de force. Puis il pleura. Pleura comme un homme qui découvre que tout ce en quoi il croyait était un mensonge. Le lendemain, Rodrigo apporta des vêtements neufs, de la nourriture et des jouets à Davy. Le bonheur timide du petit garçon, en recevant une vraie voiture télécommandée, serra le cœur de Rodrigo d'une façon inexplicable. Rodrigo engagea des psychologues, des nutritionnistes, des médecins. Il transféra Edilène et le petit dans un appartement sécurisé, fit installer des gardes à la porte, et décida que plus personne ne les toucherait. Le même après-midi, il appela Paolo, son détective privé. « Je veux tout sur ma mère », dit Rodrigo avec une colère qu'il n'avait jamais ressentie. « Tout. Chaque secret, chaque crime, chaque centime sale. » 2 jours plus tard, Paolo apparut avec un épais dossier. « Rodrigo, ce que j'ai trouvé est monstrueux. Pots de vin, abus étouffés, avortements clandestins, employés chassés, documents falsifiés, tout impliquant Elsa Battista. » Rodrigo tournait chaque page comme s'il tenait des braises brûlantes. « Ça ne peut pas être vrai. » « Malheureusement, si. Et il y a plus, » dit Paolo, hésitant. « D'autres femmes ont aussi été victimes de Sébastien. » La colère de Rodrigo devint un incendie. « Je vais la détruire, tous. » La semaine suivante, Rodrigo réunit avocats, police fédérale et témoins. Il plaça des gardes pour protéger Edilène et Davy 24 heures sur 24, et en même temps agit comme si tout était normal lorsqu'il voyait sa mère. Elle ne se doutait de rien. Mais Rodrigo préparait la scène, et quand le moment viendrait, sa chute serait publique, totale, irréversible. « Edilène, dit-il un soir en lui rendant visite, je te promets, plus personne ne te fera de mal, ni toi, ni Davy. » Elle le regarda, les yeux pleins de larmes. « Rodrigo, pourquoi fais-tu tout ça ?» Rodrigo inspira profondément. « Parce que vous êtes ma famille maintenant, et parce que je t'ai déjà fait défaut une fois. Je ne te ferai plus défaut. » Rodrigo quitta l'appartement ce soir-là avec l'esprit en ébullition. Chaque révélation sur le passé de sa famille semblait arracher un nouveau morceau de sol sous ses pieds. Il avait toujours cru que les Battista étaient synonymes de prestige, de tradition et de morale inébranlable. Il réalisait maintenant que cette image n'était qu'une façade construite sur la souffrance d'autrui, surtout celle de femmes pauvres qui n'avaient jamais eu la moindre chance de se défendre. Sur le chemin du retour, son téléphone sonna. C'était l'enquêteur Paolo. « Rodrigo, j'ai obtenu ce que tu avais demandé, et il y a encore plus. » La voix était lourde. « Il faut que tu viennes au bureau demain matin tôt. » Rodrigo se réveilla avant le lever du soleil. Il n'avait dormi que 2 heures. À 6 heures du matin, il était prêt, et avant 7 heures, il frappait à la porte du bureau de Paolo. Dès qu'il entra, il vit sur la table une pile de documents encore plus importante que prévu. Il y avait des tableaux, des relevés bancaires, des captures d'emails, des plaintes silencieuses d'anciennes employées, des registres d'autorités qui auraient dû enquêter mais avaient été achetés pour classer les affaires. Paolo soupira. « Rodrigo, ta mère est allée plus loin que quiconque aurait pu l'imaginer. »« Je n'ai plus la capacité d'être surpris, » répondit Rodrigo, même s'il savait qu'il le serait probablement encore. Paolo montra alors une enveloppe distincte, scellée.
Il en sortit un rapport médical dont les détails obligèrent Rodrigo à lire 2 fois pour être sûr qu'il ne rêvait pas. « C'est vrai ?» demanda-t-il, l'estomac retourné. Oui, la clinique clandestine qu'utilisait Elsa tenait un registre interne de chaque intervention. Il y a sa signature sur plus d'une dizaine de transferts. Rodrigo ferma les yeux. C'était monstrueux. Et les autres victimes? Au moins 10 femmes au cours des 15 dernières années, expliqua Paolo en poussant un autre dossier. La plupart des jeunes employés, comme Edilène, et toutes ont été réduites au silence par l'argent, la menace ou la disparition forcée. Rodrigo inspira profondément. Il est temps d'y mettre fin. Et il y a encore une chose, dit Paolo hésitant. J'ai retrouvé Mario. Le nom fit lever la tête à Rodrigo immédiatement. L'ex-mari de Talita, lui-même, il loge dans un hôtel miteux du centre-ville. Il veut te parler. Rodrigo resta silencieux quelques secondes avant de hocher la tête. J'y vais maintenant. L'hôtel était vieux, avec une odeur de moisi incrustée dans les murs et des moquettes usées jusqu'à la corde. Rodrigo monta les escaliers étroits et s'arrêta devant la chambre 17. Il frappa. Quand Mario ouvrit, il ressemblait à une ombre de lui-même. Barbe de plusieurs jours, yeux cernés, odeur d'alcool et de remords imprégnant sa peau. « Rodrigo » murmura-t-il, ne sachant s'il devait le faire entrer ou lui demander de partir. « J'ai besoin de la vérité » dit Rodrigo. « Toute la vérité. » Mario recula d'un pas, laissant Rodrigo entrer. La chambre avait à peine la place pour 2 personnes. Des bouteilles vides jonchèrent le sol. « Je sais pourquoi tu es là » commença Mario en s'asseyant au bord du lit. « Et je mérite tout ce qui viendra après. » Rodrigo resta debout, bras croisés. « Pourquoi as-tu accepté de faire porter le chapeau à Edilène? Pourquoi as-tu menti ?» Mario se frotta le visage des 2 mains, désespéré. « Parce que ta mère m'a offert 2 millions. Et parce qu'elle a menacé de détruire ma vie si je refusais. J'étais ruiné, mon entreprise coulait, des dettes jusqu'au cou. J'ai pris l'argent. Et je suis devenu complice d'un crime. » Rodrigo sentit la colère monter comme une vague brûlante. « Mon père a violé Edilène. Tu le savais ?» Mario hésita avant de répondre. « Oui. Et j'ai vu d'autres choses, d'autres femmes. Je n'ai jamais rien fait. Je n'ai jamais eu le courage d'affronter ta mère. » Rodrigo inspira profondément. « J'ai besoin que tu témoignes, que tu racontes tout. »« Elle va me faire tuer, » répondit Mario, paniqué. « Ma mère n'a plus ce pouvoir, je garantirai ta protection. Mais choisis, rester complice ou faire ce qui est juste. » Mario regarda le sol pendant de longues secondes. Finalement, il murmura « Je témoignerai. » Rodrigo hocha la tête, se tourna pour partir et dit « Prépare-toi, on va faire tomber son empire. » Dans les jours qui suivirent, Rodrigo vécut dans un silence stratégique. Chaque mouvement était minutieusement planifié. Il rencontrait des avocats, rassemblait des preuves, parlait au procureur, donnait des instructions à l'équipe de sécurité, rendait visite à Edilène tous les jours et accompagnait Davy aux consultations. La transformation de la femme était visible en quelques jours. Elle arrivait déjà à se lever seule, à mieux manger et même à sourire parfois. Le petit Davy, autrefois si effrayé, commençait à laisser apparaître la lumière enfantine qu'il n'aurait jamais dû perdre. Il riait aux blagues de Rodrigo, courait dans l'appartement, collait des dessins sur le frigo et dormait sans cauchemar, chose dont Edilène ne se souvenait plus depuis quand cela était arrivé pour la dernière fois. Un soir, quand Rodrigo arriva à l'appartement, Davy courut l'embrasser. « Rodrigo, regarde ce que j'ai dessiné » dit-il en tendant une feuille froissée. C'était un dessin simple, 3 personnages se tenant la main. Une femme, un garçon et un homme. « C'est toi, là ?» demanda Rodrigo en montrant la figure masculine. « Oui, » répondit Davy avec fierté. « C'est toi, parce que tu nous as sauvés. » Rodrigo sentit quelque chose de chaud monter dans sa poitrine. Il rangea soigneusement le dessin. Edilène apparut dans le salon vêtue de vêtements propres qu'il avait achetés. Son visage portait encore des cicatrices, mais il y avait quelque chose de nouveau, l'espoir. « Rodrigo, » dit-elle d'une voix douce, « je te remercie pour tout, mais pourquoi? Pourquoi fais-tu tout cela pour nous ?» Il réfléchit quelques secondes. « Parce que vous méritez justice. Parce que, d'une certaine façon, je t'ai déjà laissé tomber par le passé, et je ne te laisserai plus tomber. Parce que personne ne devrait vivre ce que vous avez vécu.
Edilène baissa les yeux, émue. « Je ne sais pas comment te remercier. » Rodrigo sourit légèrement. « Pas besoin de remercier. Il suffit de vivre et de me laisser m'occuper du reste. » Pendant ce temps, Elsa Batista continuait de croire qu'elle avait tout sous contrôle. Rodrigo continuait de rendre visite à la maison, feignant la normalité, entretenant des conversations superficielles, toujours avec le même sourire froid qu'elle aimait. Mais dès qu'elle tournait le dos, son sourire disparaissait. Lors d'une de ces visites, Elsa commenta « Mon fils, je suis fier de toi. Tu as enfin oublié cette petite femme et tu es revenu à la raison. Je savais que ta tête était manipulée. » Rodrigo manqua presque de souffle. L'envie de hurler la vérité était presque insupportable. Mais il devait tenir bon. Ce n'était pas encore le moment. Pas avant que tout soit parfaitement aligné pour la chute finale. « Tu avais raison, mère, mentit-il à la perfection. J'étais perdu. » Elsa sourit, satisfaite, sans imaginer que sa sentence était en train d'être préparée avec une précision chirurgicale. 3 semaines plus tard, Rodrigo reçut la confirmation finale. L'ADN. Davi était le fils de Sebastião Batista. « C'est fini », se dit Rodrigo en tenant l'enveloppe scellée. Plus de retour en arrière possible. Il réunit les témoins, organisa les dépositions, coordonna chaque détail de l'opération avec le parquet et prépara l'impact public pour le lancement du résidentiel Imperio Verde, l'événement même auquel Elsa tenait à participer comme invitée d'honneur. Tout était prêt. Edilène, quand elle apprit le plan, resta immobile quelques secondes. « Je vais apparaître ?»« Oui, répondit Rodrigo. Mais seulement si tu le veux. » Elle regarda son reflet dans la fenêtre. Elle ne voyait plus une femme en train de mourir dans la décharge. Elle voyait quelqu'un qui était ressuscité. « Je le veux. » Assez de silence. Rodrigo sourit, fier. La guerre était déclarée, et Elsa Batista n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le jour de l'événement arriva enfin. Ce matin-là, Rodrigo se réveilla avant le réveil, envahi par une sensation amère d'anticipation. C'était comme si toutes les années de silence, de mensonges et d'abus étaient sur le point d'exploser en public, et qu'il serait celui qui actionnerait chaque bombe. Il prit une douche rapide, enfila le costume sombre qu'il portait toujours lors des occasions décisives et repassa mentalement chaque étape convenue avec le parquet. Tout devait être impeccable. La moindre faille donnerait à Elsa la possibilité de renverser la situation, et Rodrigo ne pouvait prendre ce risque. À 16 heures, il était au centre de convention où allait se tenir le lancement du résidentiel Imperio Verde. La salle était impeccable. Lumière réglée, écrans géants installés, tables organisées, fleurs fraîches décorant chaque coin. Une perfection de surface, du genre qu'Elsa Batista adorait. Mais ce soir, sa perfection allait s'effondrer. Marcelo, son avocat, s'approcha avec un dossier noir à la main. « Tout est prêt, Rodrigo, dit-il d'un air grave. Mandat signé. La police fédérale est positionnée sur les côtés et aux accès secondaires. Dès que tu donneras le signal, ils entrent. » Rodrigo respira profondément. Et les témoins? Mario, Claudia et les autres attendent dans la salle réservée. Talita est là aussi, nerveuse mais déterminée. Rodrigo hocha la tête, l'estomac noué. Sa sœur avait tant souffert. L'avoir endossé le rôle de témoin, après des années réduites au silence par la force, était la preuve vivante que cette soirée serait un tournant. Paolo, l'enquêteur, s'approcha également. La presse a été placée exactement comme tu l'as demandé. Elsa ne pourra pas sortir sans être filmée et, il baissa la voix, ses avocats ont essayé de fouiller mes informations hier. Ça veut dire qu'elle commence à se méfier. Alors on est au bon moment, répondit Rodrigo. Si on avait attendu plus longtemps, elle aurait pu disparaître ou détruire des preuves. Aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. À 19 heures, les invités commencèrent à arriver. Hommes d'affaires, politiciens, influenceurs, journalistes, personnalités importantes de Curitiba, tous étaient là pour rendre hommage à l'homme qui avait hérité de l'Empire Batista et l'étendait désormais avec l'un des plus grands projets résidentiels de la région. Qu'à 19h30 précise, la porte principale s'ouvrit pour l'invitée vedette de la soirée, Elsa Batista. Elle apparut dans une robe rouge intense, bijoux scintillants et posture de celle qui croyait tout contrôler. Elle souriait aux caméras avec son arrogance habituelle. Serrait des mains, posait, relevait le menton, aucun signe d'inquiétude.
aucune suspicion de la tempête qui allait s'abattre sur elle. Du fond de la salle, Rodrigo observait. C'était comme assister à un théâtre cruel où l'actrice principale ignorait que la scène s'effondrait déjà. Juste derrière Elsa, discrètement, entra Talita. Elle portait un blazer simple, cheveux attachés, mains tremblantes, mais regard déterminé. Rodrigo marcha jusqu'à elle et prit ses mains dans les siennes. « Tu vas y arriver, dit-il tout bas. Et je suis avec toi. » Talita inspira profondément. « Ce soir, je mets fin à l'enfer. » À 20 heures précises, le maître de cérémonie monta sur scène, souhaita la bienvenue aux invités et annonça « Avec vous, le PDG et héritier du groupe Batista, Rodrigo Batista. » Les applaudissements retentirent. Rodrigo monta sur scène sous les regards attentifs de l'élite qui admirait sa posture d'entrepreneur prometteur. Mais ce soir, ils allaient avoir quelque chose de totalement différent. Rodrigo se plaça devant le micro, inspira profondément, regarda Elsa au premier rang. Elle souriait, fière, pensant recevoir des éloges publics. « Bonsoir », commença-t-il d'une voix ferme. « Ce projet représente plus que des avancées architecturales. Il représente des valeurs, un héritage. Et surtout, la vérité. » Elsa fronça légèrement les sourcils. Rodrigo continua. « Mais avant de parler de l'avenir, nous devons parler du passé de notre famille. Un passé qui a été caché trop longtemps. » Un murmure parcourut la salle. Rodrigo fit un geste et l'écran géant derrière lui s'alluma, montrant une photo d'Edilène dans la décharge. Maigre, blessée, allongée parmi les sacs poubelles. « Cette femme, dit Rodrigo, s'appelle Edilène Santos. Elle a travaillé 12 ans chez les Batista. Et pendant tout ce temps, elle a subi des humiliations quotidiennes, de la violence psychologique et, il inspira profondément, a été violée par mon père, Sébastien Batista. » Un choc parcourut la salle. Elsa se leva brusquement. « Rodrigo, arrête ça immédiatement !» cria-t-elle. Mais des agents de sécurité discrets bloquèrent sa sortie. Rodrigo ne fléchit pas. « Quand Edilène est tombée enceinte, continua-t-il, ma mère, Elsa Batista, a tenté de la forcer à avorter. Comme elle a refusé, ma mère a monté une mise en scène, plantant des bijoux dans sa chambre et l'accusant de vol. Elle l'a chassée enceinte, sans papier, et sous menace de mort. L'écran afficha des documents falsifiés, des signatures manipulées, des photos d'Edilène dans la misère, des témoignages de riverains proches de la décharge. Edilène a vécu 6 ans dans la décharge, cachée avec son fils, David. D'autres photos apparurent, David dénutri pleurant à côté de sa mère. Certaines personnes dans le public se mirent à pleurer. « Et maintenant, la preuve finale », dit Rodrigo en brandissant l'enveloppe. Le test ADN confirmant que David est le fils de Sébastien Batista. La photo du rapport apparut. Nom du père. Compatibilité génétique. Irréfutable. Elsa hurla. « Mensonge! Tout est faux! Tu es en train de détruire ta famille, ingrat !» Rodrigo la regarda avec un calme qui faisait mal. « Je ne détruis rien, mère. La vérité vient simplement de faire surface. » Il appela alors sur scène Talita Batista. Sa sœur monta, tremblante mais déterminée. Elle prit le micro. « À 18 ans, dit-elle, j'ai été violée par mon père. Quand j'ai voulu dénoncer, ma mère m'a fait interner de force dans une clinique psychiatrique. J'ai reçu des médicaments, des électrochocs et des menaces quotidiennes pour me faire taire. Aujourd'hui, je dis, ça suffit. » La salle devint d'un silence absolu, un silence qui pesait des tonnes. Elsa blêmit. « Ma fille, non, tu ne... » Mais Talita s'éloigna de sa mère comme si elle rejetait sa propre ombre. Rodrigo fit un nouveau signe. « Je voudrais inviter sur scène Edilène et Santos. » Les portes s'ouvrirent. Edilène entra dans une robe bleue simple. Elle marchait lentement mais droite, digne. Rodrigo et Talita lui firent place entre eux. La salle entière applaudit avant même qu'elle ne parle. Edilène prit le micro, les mains tremblantes. « J'ai travaillé pour la famille Batista en croyant que j'aurais une vie honnête. J'ai été humiliée, abusée et chassée enceinte. J'ai cru que j'allais mourir dans la décharge. Mais j'ai survécu. Mon fils a survécu. Aujourd'hui, je ne parle pas par vengeance. Je parle parce que des femmes comme moi doivent être vues. » Les applaudissements qui suivirent semblèrent interminables. Quelques secondes plus tard,
des policiers fédéraux avancèrent dans la salle. « Elsa Batista », annonça l'agent. « Vous êtes en état d'arrestation pour association de malfaiteurs, avortement forcé, menaces, corruption, séquestration, faux en écriture et complicité de viol par fraude. » Les menottes brillèrent sous les lumières. Elsa tenta de résister, cria, se débattit, insulta Edilène, insulta Talita, insulta Rodrigo, mais elle fut traînée dehors pendant que les caméras enregistraient tout. Et à cet instant, quelque chose se brisa enfin, et quelque chose de nouveau naquit. Rodrigo embrassa Edilène et Talita, tandis que le public entier se levait pour applaudir. C'était la renaissance de la vérité. Dans les mois qui suivirent, l'affaire Batista fit la une du pays. Titre: reportage d'investigation, débats publics, mouvements sociaux. Edilène devint un symbole de résistance. Talita, la voix de milliers de femmes réduites au silence. Rodrigo, l'héritier qui avait choisi la justice plutôt que l'héritage. David commença à aller dans une nouvelle école, se fit des amis, prit du poids, découvrit les couleurs, les livres, les dessins, riait souvent. Edilène eut une nouvelle chance, thérapie, études, indépendance. Elle trouva de la force là où il n'y avait auparavant que survie. Rodrigo restructura toute l'entreprise, fit don d'une partie des bénéfices à des associations, créa des programmes de protection pour les employés et les lanceuses d'alerte, transforma la douleur en mission. 6 mois plus tard, Elsa fut condamnée à 18 ans de prison. Edilène assista à la sentence avec des larmes silencieuses. Pas de tristesse, mais de libération. 2 ans plus tard, l'ancienne décharge devint l'Institut Edilène Santos. Le jour de l'inauguration, Rodrigo regardait Edilène prendre la parole à l'endroit même où elle avait failli perdre la vie. Désormais entourée de centaines de femmes, d'enfants, de volontaires, de journalistes. David, âgé de 7 ans, tenait une pancarte. « Ma maman est une héroïne ». Rodrigo sourit. Edilène le regarda, lui sourit en retour. Ils avaient gagné, et rien, absolument rien, ne pourrait leur enlever cela.